Ethique Vie vous présente un café et la presse. Vous avez vu, Georges, ce week-end, oui, le j'ai lu ça de hier Michel soir. Rocard. Ouais. Vous ne connaissiez pas, vous, hein, Michel Rocard? Si, quand même, Jean-Pierre. Ouais. Eh bien, c'est l'homme qui aurait pu, figurez-vous, réconcilier la droite et la gauche, effectivement. Pour ce qui nous intéresse, nous, pour le patrimoine, c'est le créateur de la CSG. C'était en 1990, donc on va prendre notre machine à remonter le temps, et regardez. Tous ces revenus vont se voir appliquer un prélèvement de 1,1% qui rapportera 37 milliards et demi de francs dans les caisses de la sécurité sociale. Celle-ci n'aura pas pour autant un centime de plus, car en contrepartie, le gouvernement décide la suppression du prélèvement de 0,4% sur le revenu imposable et une baisse de la cotisation vieillesse des salariés. Il s'agit donc d'une opération blanche, d'une redistribution entre Français du financement de la sécurité sociale. Mais du coup, Jean-Pierre, si je comprends bien, le CSG, la CSG, La CSG. oui, c'est un transfert de fiscalité, une Exactement. compensation. Exactement. C'est un impôt qui avait pour vocation de répartir sur l'ensemble des revenus, on parle du travail et du capital, la charge sociale en France. C'était une bonne idée, effectivement. Au début, c'était homéopathique, figurez-vous, c'était 1,1%. Donc c'était tout à fait, tout petit, tout à fait, vous savez de quoi vous parlez, tout à fait supportable, effectivement. Mais les gouvernements de tous bords s'y sont mis, hein, gauche-droite confondus. Et regardez cet article de vos amis de Droit Finance, Georges. La CSG aujourd'hui est à 7,5% et même 8,2% sur les revenus du patrimoine. Rajoutez la CRDS à 0,5%, puis le prélèvement social à 4,5% plus 0,3% sur les revenus du capital. Et enfin, le prélèvement de solidarité on rajoute, à 2% on rajoute. encore, 2% encore sur les revenus du patrimoine. Le tout pour arriver, figurez-vous, aujourd'hui à 15,5%, ça fait 1400% d'augmentation. 1400%, c'est pas rien, Georges? En 25 ans? Ouais, vous imaginez. Je crois qu'il y a un cours de folie fiscale à l'ENA. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je sais qu'un grand sourire, les impôts vont baisser. J'ai écouté le président. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Alors effectivement. Ah non, il a dit pour les patrimoines normaux, pas pour les gros patrimoines. Ouais, arrêtez, j'aime pas que vous me parliez de gros dans les yeux comme ça, j'ai horreur de ça. Effectivement, il a dit que cette baisse allait toucher les classes moyennes. Genre, regardez cet article de RTL, vous êtes assez moyen au fond. Un geste fiscal qui pourrait être supérieur à 2 milliards d'euros. C'est pas pour vous tout seul. Hein. Et le président qui déclare, il est trop tôt pour le dire, mais ma préférence irait vers une mesure ciblée pour les classes moyennes. Il faut que je vous le répète combien de fois, Georges? Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais je vous sens un peu de mauvaise humeur ce matin. Ouais, ça va pas. Pourtant, c'est assez clair. Oui, j'ai bien compris. Je suis moins gros que vous. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est factuel. Oui, exactement. Allez, il faut tout lire, Georges. Oui. C'est ça votre problème, c'est que vous prenez pas le temps de tout lire. Et regardez, pendant ce temps-là, que nous dit Matignon? Eh bien, regardez cet article des Échos. Matignon nous annonce avoir entériné la création d'une taxe spéciale d'équipement régional. Le nom est joli, qui rapportera 600 millions d'euros dès 2017. On imagine la suite, hein, ça va être comme la CSG. Cette taxe, elle devrait être basée sur la cotisation foncière des entreprises et la taxe sur le foncier bâti, autrement appelé taxe foncière, c'est QFD, Georges. Ouais. Bon, revenons aux fondamentaux. Ouais. Un sujet phare, le Brexit. Oui, allez, on y revient en humour et regardez l'état d'esprit général la semaine dernière, c'était ça. Le Royaume-Uni out, David Cameron out, les bourses out et les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne s'arrêteront pas là, évidemment. Nous serons à Londres, mais aussi à Bruxelles pour tenter de vous expliquer ce qui va se passer. En fait, toute la semaine, on a un blablaté, si je peux dire. Si je peux utiliser l'expression. J'adore blablater. C'est exactement l'expression. Car tout le monde a ressenti le besoin, Georges, de parler pour ne rien dire. Quelle va être la date de l'activation du fameux article 50 qui va acter effectivement le Brexit et le process? Personne ne le sait. On a vu messieurs Juncker et messieurs Farage qui sont un peu chipotés, on peut le dire, au Parlement européen, on peut le dire comme ça. Les chefs d'État qui, eux, jouent les durs, vous avez vu, collectivement. Oui, on est costaud. Et puis quand c'est individuellement, on dit, bon, on va quand même négocier avec les Anglais parce que c'est comme un marché pas inintéressant. Du grand n'importe quoi, avec une pétition online, vous avez vu. Alors, on voudrait refaire un référendum. Enfin, c'est une pétition online, genre. Oui. Alors, on fait une élection, puis après, on dit, bon, non, on va faire une pétition online, on verra ce qu'il en est. Les Londoniens, eux, qui demandent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent leur indépendance. Londres, cité indépendante, on aura tout vu. Et puis, même notre Premier ministre, à nous, qui imagine Paris devenir une grande place financière, mort de rire, Georges. Écoute, vous imaginez Paris, une grande place financière avec la fiscalité qu'on a. Écoutez sur le sujet Marc Fiorentino qui nous dit que tout ça, c'est une blague. Sauf que les gens se disent globalement qu'il n'y aura pas de référendum, enfin qu'il n'y aura pas de Brexit, qu'il y aura un deuxième référendum, ou alors
que même s'il y a Brexit, finalement, on va négocier avec eux quelque chose, c'est une coopération qui ne changera pas grand-chose par rapport à leur participation précédente à l'Union européenne. Alors, est-ce qu'une fois de plus, les marchés comme avant le référendum se plantent totalement? On le saura dans les jours qui viennent. Et les marchés, ils sont plutôt restés zen? Oui, effectivement. Alors, il y a eu un vendredi noir, un on peu peut chaud, le dire, ouais. un lundi nuageux, et puis tout s'est bien passé. Les marchés, ils ont compris, eux, que tout ça, eh bien, ça serait long, Georges. Regardez la semaine du CAC, effectivement, une hausse sur la semaine dernière de 7,26%. Alors, effectivement, on avait perdu quasiment 8% le vendredi d'avant. Quand même, l'indice parisien abandonne néanmoins 8% depuis le début de l'année. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boursiers, ils se disent quoi? Ils se disent ça va durer longtemps, on peut continuer à jouer sous l'orage, on sera peut-être un peu trempé, puis il y a le risque de prendre la foudre, mais on verra bien, quoi. Moins 8% depuis le début de l'année. Exactement. Et on peut s'attendre à quoi pour le second semestre? Eh bien, sur le premier semestre, déjà, c'est la pire contre-performance sur un premier semestre, depuis 2010, effectivement. Alors, regardez cet article de Capital. Les marchés d'actions entament le second semestre dans un contexte particulièrement anxiogène. On l'imagine bien. D'abord, l'épisode du Brexit est loin d'être terminé, c'est ce qu'on disait. Ensuite, à l'instar de l'été 2015, de nouvelles turbulences chinoises ne sont pas exclues. On va avoir certainement une résurgence, c'est pas facile à dire, plus marquée que prévu de l'inflation qui pourrait inciter la Banque centrale américaine à relever son taux principal. Puis enfin, à la fin de l'année, novembre, on a les élections américaines qui, pour le moins qu'on puisse dire, constituent un aléa de taille. Même si le pire n'est pas certain, Georges, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de la volatilité, croyez-moi. Mais du coup, aidez-moi. Mon énorme épargne, où est-ce que je le mets? Votre énorme. Ah oui, oui, d'accord. L'or, c'est hors de prix. Oui. Le fonds en euros, ça rapporte rien. Ben, on l'a vu, ça. Les fonds en formule ou produits structurés, j'y comprends rien. Mais alors, c'est des produits assez simples. Vous savez, ces produits qui vous font des promesses. Ils avaient pris... Si, ils avaient pris. Vous m'avez dit que les promesses n'engageaient que... C'est vrai, mais là, pour le coup, c'est écrit. Bon, et donc, ce sont des produits, vous savez, qui garantissaient une partie du capital et qui disaient, vous aurez une performance de temps avec des conditions, effectivement. Mais il y a eu un problème la semaine dernière, effectivement. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris. Donc, c'est pas rien, la Cour d'appel de Paris. 21 mai, cet arrêt qui dit quoi? Eh bien, qui dit que tout l'écosystème pourrait être revu. Regardez cet article dans Les Échos. Dans le cas d'espèce, la Cour de Paris donc souligne que la valeur de remboursement d'un produit pouvait être inférieure à 60% du nominal, ce qui n'est pas rien, quand même 40% de perte. En d'autres termes, il était établi que le détenteur n'avait pas le droit au remboursement du nominal, de sorte que cette caractéristique essentielle de l'obligation n'était pas acquise, puisque le produit litigieux ne pouvait pas être qualifié d'obligation et donc pas éligible au contrat. Je résume, Georges, en fait. Dans un contrat d'assurance vie, on doit avoir un certain nombre de produits dans des obligations. La Cour d'appel nie la capacité de ces produits dits structurés à s'appeler des obligations. Donc pas de capital garanti, pas d'éligibilité au contrat d'assurance vie. À suivre donc avec attention, parce que si on peut plus mettre ces produits dans les contrats d'assurance vie, on pourra plus en vendre beaucoup. Donc il restera pas grand-chose, effectivement. À mon avis, je pense que les banquiers et les assureurs ne doivent pas être ravis. Non, ça va pas les faire rire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous savez que j'aime bien rire. Oui. Surtout quand c'est vous, vous êtes vraiment drôle. Faites-moi rire. Bozo, non, c'est ça? Vous n'allez pas m'appeler Bozo quand même. Non, voilà. Alors, j'ai trouvé un truc génial. Attention. Oui. Il semblerait que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, de l'Europe, ait fait un burn-out suite au Brexit. Même les parlementaires et les fonctionnaires européens s'inquiètent. Il semblerait qu'il ait rencontré les extraterrestres, figurez-vous, et qu'il leur ait parlé même. Écoutez ça. Entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Eh bien voilà, il a rencontré... Votre copain. Oui, alors en Auvergne, on a Raël. Oui, je le connais. C'est mon copain, Raël, Monsieur Vaurillon de son vrai nom. Et alors, Raël, il a fait des émules. Jean-Claude Juncker, qui lui aussi a rencontré les extraterrestres. De là à ce qu'il soit sous influence, attention, la théorie du complot n'est pas loin. Mais on sera là lundi prochain. On sera là la semaine prochaine pour vous donner des nouvelles de Jean-Claude Juncker et de vous dire s'il va mieux et si les extraterrestres se sont installés à Bruxelles. Suivez-nous donc avec attention.